Sunlight Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bienvenue à l'Iron Café, l'émission de tous les passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet encore tabou dans le monde du running. Est-il possible de devenir accro au sport ? Une question qui soulève bien des débats. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, nous allons, en première partie d'émission, tenter de mieux comprendre les problématiques autour de la dépendance au sport, aussi appelée bigorexie. Comment savoir si on est un addict du running ? Quels sont les dangers d'une telle dépendance ? Ou encore, existe-t-il des profils plus susceptibles de créer une relation toxique avec le sport ? Puis en deuxième partie d'émission, Manu, du site OneRun, nous parlera de toutes les sélections de produits pour cet été, puisqu'il commence à faire un peu chaud partout en France, donc il va nous présenter une sélection d'articles running spécial grande chaleur. Mais pour l'instant, je tiens à vous présenter nos trois invités. La première est une habituée du podcast puisqu'il s'agit de Florence Puclavec. Elle est psychanalyste et marathonienne. C'est également l'autrice du livre Psychanalyse du sportif d'endurance, l'identité en marche, paru aux éditions de l'Harmattan. Florence, merci d'être au retour dans le studio de la House of Running d'Iron.fr. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Est-ce que tu as fait bon voyage pour venir jusqu'à Paris ? Parce que je crois que t'es vers Lyon, toi, ou Aix, c'est ça ? Je suis vers Aix, effectivement. Donc merci Guillaume et merci également Fred pour cette invitation. C'est avec plaisir que je vous rejoins aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et notre second invité est une sportive amateur qui a connu par le passé un véritable passage à vide à la suite d'une pratique sportive particulièrement excessive. Elle raconte son histoire dans son livre « Le sport, ma prison sans barreaux ». Paru aux éditions Bolt. Il s'agit de Servane Eudiard. Alors, elle n'est pas parmi nous exceptionnellement sur le plateau, mais elle est à distance. Servane, merci infiniment d'avoir eu le courage d'accepter de témoigner aujourd'hui dans le podcast. Je ne sais pas si tu nous entends bien. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Merci à vous d'avoir accepté que je ne sois pas en plateau. Écoute, on s'adapte, c'est normal. Les gens vont comprendre que j'aime pas du tout me montrer. Écoute, l'important, c'est que le témoignage se passe le mieux possible. Donc, on est ravis de t'avoir quand même si tu n'es pas sur le plateau. Et enfin, notre dernier invité, il s'agit bien évidemment de Fred, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Il va nous apporter son regard d'entraîneur justement sur cette fameuse dépendance au sport et nous parler un peu de ses retours d'expérience. Fred, comment ça va toi ? Est-ce que tu es content d'aborder le sujet de la bigorexie qu'on avait déjà évoqué il y a très longtemps dans un ancien podcast, mais sans invité, sans témoin et sans psychologue. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Bonjour Florence, bonjour Servane, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ravi qu'on puisse réaborder ce sujet, parce que comme tu le disais, on l'avait abordé dans le cadre de nos échanges thématiques, mais le fait d'avoir les lumières de Florence avec cette approche de psychanalyste et un témoignage vraiment d'une sportive qui en souffre et qui accepte d'en parler, et vraiment je tiens à louer et encore remercier Servane pour le fait de participer à cet échange avec nous, va vraiment mettre en lumière, parce que on va mettre du concret à des choses qui peuvent nous paraître abstraits ou tellement rares qu'on ne le prend pas forcément au sérieux, alors que ça peut être très vite une vraie problématique. Oui, même en parlant autour de moi, il y a certaines personnes qui m'ont dit que c'était un peu un mythe, cette bigorexie, que ça n'existait pas vraiment. Donc c'est ce qu'on va essayer. Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une réalité ? On va essayer de répondre à cette question, entre autres, aujourd'hui. J'en profite pour saluer toutes celles et ceux qui nous suivent sur Twitch. Eh bien, si vous voulez réagir, participer à l'émission, poser vos questions, n'hésitez pas. Vous avez le chat pour ça. Et on essaiera, on va faire au maximum.
en sorte de vous donner le plus possible la parole, donc n'hésitez pas à intervenir. Avant de commencer l'émission, j'aimerais partager avec vous une citation de notre très cher baron Pierre de Coubertin, qui est évidemment l'inventeur des Jeux Olympiques modernes et qui s'est un peu essayé à définir le sport. Et il a eu cette, je vais le citer, pour lui le sport, c'est, ouvrez les guillemets, le culte volontaire et habituel de l'exercice musculaire intensif, appuyé sur le désir du progrès et pouvant aller jusqu'au risque. Alors à travers cette citation, on peut identifier 5 notions qui semblent très chères à notre très cher baron: le volontarisme, la persévérance, l'intensité, le perfectionnisme, voire peut-être le perfectionnement, voire peut-être le perfectionnisme, et le mépris d'un éventuel danger. Alors cette citation date de 1894 et déjà on associe le sport à la notion de danger, et aujourd'hui ce risque, cette mise en danger du sportif, eh bien elle porte un nom, c'est la bigorexie. Fred, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, un peu en guise d'introduction comme on a l'habitude de faire, nous définir ce qu'est justement la bigorexie? Avec grand plaisir, Guillaume. Alors, il faut déjà savoir que la bigorexie est reconnue depuis 2011 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme une maladie. Et pour la définir, je vais reprendre les travaux du Centre d'études et de recherche en psychopathologie de Toulouse qui décrit la bigorexie comme suit. Alors, je vais lire exactement leur définition. Un besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensivement une ou plusieurs activités physiques et sportives en vue d'obtenir des gratifications immédiates, et ce, malgré des conséquences négatives à long terme sur la santé physique, psychologique et sociale de l'individu. Alors, même s'il n'y a pas de consensus absolu autour de cette définition, parce que ça reste une définition que d'un centre d'études et de recherche, il semblerait qu'on puisse dire que le risque de bigorexie, alors pour un sportif amateur, réellement amateur, j'entends, apparaissent au-delà de 10 heures de pratique sportive par semaine et de manière durable, c'est-à-dire que c'est les personnes qui ont pu préparer un marathon ou qui ont pu préparer un triathlon se retrouvent vite au-delà des 10 heures, mais c'est pas toute l'année, pendant plusieurs années d'affilée. Voilà, il faut bien voir, et on parle d'athlètes amateurs évidemment. Les athlètes de haut niveau sont largement au-dessus de 10 heures par semaine évidemment, et ne sont pas pour autant forcément bigorexiques. Certains peuvent l'être aussi également, attention. Et se rajoute à cette durée la traduction d'une pratique de plus en plus intense et surtout incontrôlable. Ça, c'est un élément fondamental de la personne qui est bigorexique, c'est-à-dire qu'elle va de plus en plus pousser le bouchon loin et dans une forme de perte totale de contrôle, comme finalement toute addiction, comme quelqu'un qui boirait. Au début, on boit 3-4 bières et on est totalement sous. Après, on en boit une dizaine. Puis après, il faut passer peut-être aux alcools un peu plus forts. On augmente toujours les doses. Et on se met, et on contrôle pas du tout cet effet-là sur nous. En bref, pour le sportif, la personne se jette à corps perdu dans le sport et elle est érodée par le besoin irrépressible. Vraiment, ce terme est vraiment important. Ça s'impose à elle d'aller toujours plus loin et au risque de mettre sa santé en danger et de s'isoler socialement, voire aussi professionnellement. Et ça, c'est aussi un élément important. Le fait de ne pas voir la blessure ou les dommages que ça crée psychologiquement et physiquement. Mais on y reviendra un peu plus tard. Florence, la bigorexie, elle a été identifiée pour la première fois à la fin des années 70 par le docteur William Glaser, à la suite d'observations qu'il avait faites sur des athlètes de haut niveau, mais aussi sur des coureurs plus occasionnels. Déjà, il avait observé la course à pied, c'était un peu l'un des premiers sports. Même si dans les années 80, la bigorexie s'est beaucoup développée dans le monde du bodybuilding, et les psychiatres ont très vite fait le rapprochement entre bigorexie et le rapport à l'image et à l'estime qu'on a de soi. L'athlète, à travers le sport, il va prendre conscience de ses capacités physiques, la modification aussi de son rapport au corps, la valorisation aussi sociale qu'il va avoir auprès de ses collègues de travail, de sa famille. Alors aujourd'hui, il existe, même assez bizarrement, on trouve très très peu d'études sur la bigorexie. J'en ai retrouvé une qui date de 2002 et qui estime que 28% des sportifs non professionnels seraient susceptibles, à risque de développer une bigorexie. Donc 28%, c'est quand même pas rien, quoi. Selon toi, quels sont les facteurs justement qui sont peut-être susceptibles de renforcer ce côté addictogène du sport? Quelle typologie d'athlète peut être un peu plus concernée?
Alors effectivement, il y a des typologies d'athlètes et des types de sports aussi, mais il y a déjà 3 facteurs, c'est-à-dire le facteur socio-environnemental, la société dans laquelle on vit, dans laquelle on est dans une société de performance et de culte du corps. Ensuite, il y a un facteur qui est biogénétique, c'est-à-dire qu'on a repéré dans les addictions, notamment avec substances, des gènes qui sont responsables en fait de tout ce qui est circuit de la récompense et circuit de la motivation. Et enfin, il y a tout ce qui est facteur individuel, ce que tu disais, c'est-à-dire l'estime de soi, le rapport à l'autre, etc. La prise de risque aussi, qui va venir être un facteur susceptible de concourir à la bigorexie. Et puis on a aussi des études, alors plus dans le champ psychologique ou psychopathologique, où on va observer qu'il y a certains troubles comme les troubles de la régulation émotionnelle qui vont avoir un lien avec l'addiction. C'est-à-dire c'est tout ce qui est ce qu'on appelle l'alexithymie, c'est un déficit de l'affect qui emmène la personne à ne pas être capable de faire un lien entre ses émotions, les idées, les pensées, et également à ne pas être capable de verbaliser ce que sont les émotions. Et en fait, les émotions sont ressenties dans le corps, et la seule manière de pouvoir finalement s'en libérer, avoir une régulation émotionnelle, c'est la pratique de l'exercice physique, qui va effectivement permettre une décharge par le corps. Alors on l'a compris, la bigorexie elle ne touche pas que les sportifs professionnels comme on pourrait le penser, mais vraiment tout le monde. Et c'est ton cas, Servan, car même si tu as un très bon niveau dans le sport, tu n'as jamais cherché non plus à être professionnel. Mais avant de parler de ton addiction pour le sport, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse un peu plus à ton histoire, en commençant par ton enfance. Servan, quel souvenir tu gardes de tes toutes premières activités physiques, j'ai envie de dire? Est-ce que tu penses que... Quel est le rôle à jouer le sport pendant ta jeunesse? Comment tu étais un peu quand tu étais enfant, si on remonte jusqu'à là, Servan? Moi, le sport, dès que j'étais toute petite, ça m'a tout de suite... C'était là où j'allais chercher la confiance en moi, en fait. Parce que on s'est retrouvés isolés, j'étais petite... et... J'avais toujours peur du regard des autres et dans le sport, c'était le seul endroit où j'avais confiance en moi. Donc vraiment toute petite, c'est ce qu'on a évoqué, les failles psychologiques. Et dans le sport, tout le monde était sur un pied d'égalité. Et là, il n'y avait pas de regard, ou du moins le regard qui me jugeait comme j'étais sportive, que j'assurais mon rôle. C'était valorisant. Donc tu as toujours été sportive, toi, depuis ton plus jeune âge en fait? Oui, toute petite, j'étais déjà sportive. Et après, c'est le phénomène de l'addiction, effectivement, où ça monte tout le temps. Et le moment où je me suis vraiment rendu compte que j'en avais besoin tout le temps, c'est à partir du stade où je suis devenue étudiante. Où là, je me suis dit qu'il m'en fallait vraiment tous les jours. Alors, j'étais à petite dose à ce moment-là, mais j'étais déjà vraiment addict. Et est-ce que tu es né dans une famille de sportifs, de sportives? Est-ce que tu avais des frères et sœurs aussi qui étaient sportifs? C'était quoi un peu le milieu? Non, alors mes parents étaient sportifs, mais si vous me permettez, entre guillemets, normaux. Mais donc on faisait du vélo, de la marche. Donc mes parents étaient enseignants, donc dès qu'on avait du temps libre, c'est vrai qu'on pratiquait une activité sportive pratiquement. Mais à un rythme normal, comme n'importe quelle famille qui est un peu sportive. La meilleure preuve c'est que ma sœur a quelques années de moins que moi, mais elle n'est pas du tout sportive. Donc, c'est pas mes parents qui m'ont rendu bigorexique, c'est moi qui avais des terrains favorables. Et voilà. C'est vrai qu'on pourrait s'imaginer que des parents, des fois, ils poussent un peu les enfants à faire du sport, à les challenger, parce qu'il y a, c'est comme aux États-Unis, le phénomène des enfants stars. Il y a aussi où on fait passer des concours aux enfants de beauté, il y a ce genre de choses et ils sont un peu mis sous pression. Et il y a aussi ça un peu, nous on regarde ça avec nos yeux, mais c'est vrai qu'il y a aussi ça au niveau du sport. On voit déjà que dans les très jeunes catégories, des parents, même des petits crosses et tout, veulent poussent leur enfant. Et là, on peut s'imaginer qu'il peut avoir un rapport avec la bigorexie. Toi, il semblerait que ce soit quand même plus lié à la confiance en soi. Tu nous dis, c'est vraiment le
sport qui t'a permis de gagner un peu, de construire cette confiance en soi et aussi être perçu par les autres comme quelqu'un de plus forte. Florence, du coup, je me tourne vers toi. C'est vrai que la confiance et l'estime de soi, on l'a vu, elle semble être quand même un élément assez central dans la bigorexie. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer finalement que certaines personnes manquent de confiance en eux? Est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'il y a des gens qui naissent avec un regain de confiance en eux et d'autres, à contrario, c'est un peu la malchance avec un déficit? Comment est-ce que ça se passe, cette confiance en soi? C'est génétique, c'est environnemental, c'est éducatif? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors non, c'est pas génétique. La confiance en soi, c'est à la fois le regard que les autres vont porter sur soi, c'est-à-dire le premier miroir de l'enfant, c'est le regard de la mère. Donc ce miroir, il va être soit valorisant, soit neutre, soit effectivement dévalorisant. Donc ça va être le premier élément. Ensuite, la confiance, c'est aussi toute l'expérience que l'on va faire, que l'on va cumuler, qui va être dans la réussite. Et puis ensuite, c'est comment moi je me ressens par rapport aux autres. C'est-à-dire que si je suis le fils d'eux, la fille d'eux, etc., je n'ai pas une identité personnelle finalement. Je suis toujours définie par rapport à un autre. Et comment finalement j'arrive à me construire moi-même dans l'identité qui est la mienne. Donc la confiance, c'est aussi tout ce qu'on va faire, tout ce à quoi on va procéder, tout ce qui va nous enrichir et qu'on va s'attribuer soi-même. Servan, dans ton livre, tu expliques que tu as eu un rythme effréné de sport avec plus de 6 heures de sport par jour. Ça me semble complètement énorme. Surtout qu'à côté, je crois que tu travailles, tu es traductrice. Pour qu'on puisse avoir une idée de ce que ça représente, 6 heures de sport dans une journée, est-ce que tu peux nous décrire peut-être une journée type que tu avais à cette époque? À peu près la même que maintenant, avec une pratique sportive un peu moindre. C'est-à-dire que je dors peu. Donc déjà, je travaille pas mal la nuit. Comme vous l'avez dit, je suis auteure et traductrice, donc je travaille à la maison, je suis freelance. Ensuite, je vais faire une séance de sport matinale. Tu te lèves à quelle heure le matin? 3 heures. À quelle heure tu te levais le matin? Bon, facilement 3h30, c'est pas, moi ça me gêne pas. 3h30 du matin? Oui. Non, mais au milieu de la nuit. Guillaume est surprise que c'est le moment où voilà, il pour certains c'est la nuit. Non mais ce qui est drôle, ça fait longtemps que je vais plus en boîte, Fred. Tu sais, j'ai passé ce cap-là. Hein. Donc 3h30, ce qui est drôle, oui, c'est effectivement. quand on dit aux gens qu'on se lève tôt. Tu te couchais à quelle heure du coup pour te lever si tôt? Et justement, moi je me couche avec les poules, quoi. Enfin, à 10h, je suis au lit, moi. À 22h, ouais, mais c'est quand même peu d'heures de sommeil. Hein, Ah oui, parce que moi, alors pour le coup, blague à part, moi qui me couche à peu près à cette heure-ci, je me lève tôt pour aller courir, mais 3h, 3h30, c'était, ça serait pas possible. Et du coup, c'était concrètement, pour celles et ceux qui te connaissent pas précisément, Servan, c'est quel type de sport en plus tu pratiquais à ces heures-là? Alors, à 3h30, 6 heures, à 3h30, j'étais pas sur mon vélo. Hein. Je travaille chez moi. Par contre, je partais à 5h faire du vélo. Et donc, en fait, mon activité principale, c'est le vélo. Le week-end, je fais de l'aviron, en plus du vélo. Et avant mon dernier accident, je courais aussi. Maintenant, je ne cours plus parce que j'ai un clou en titane dans la cuisse. Donc, les sauts et les secousses, c'est juste pas la peine. Donc mes journées, en fait, c'est je travaille, je fais une séance de sport, je retravaille, je refais une séance de sport et je travaille et puis voilà. Donc c'était 3 heures de sport le matin, 3 heures de sport l'après-midi à la grande époque, entre guillemets. Voilà. Fred, j'imagine toi qu'en tant que coureur, en tant qu'entraîneur, tu dois un petit peu halluciner par ces volumes d'entraînement qui sont quand même assez conséquents, encore plus pour une athlète amateur. Est-ce que dans ton parcours, tu as déjà été amené à rencontrer des athlètes bigorexiques? Alors déjà, hein, je souligne un élément que tu donnes, c'est que effectivement, ces volumes sont impressionnants pour quelqu'un qui a une activité professionnelle à côté et dont c'est pas le job. Voilà, des cyclistes professionnels qui feraient 6 heures par jour, ça choquerait personne évidemment, mais derrière ils ont aussi toute une équipe pour la récupération et autres, et c'est bien organisé. Alors, moi, j'ai jamais été confronté directement dans les athlètes que j'encadrais à des athlètes bigorexiques, bien que j'ai senti chez eux, mais à travers des choses qu'on a évoquées avec Florence, le fait qu'il pouvait y avoir une cause. Et alors moi, je le dis comme ça avec mes mots d'entraîneur, qui n'est pas celui d'un thérapeute ou d'un spécialiste de ces choses-là, où il y avait un rapport qui n'était pas totalement sain avec l'activité sportive, et que je sentais que le coureur ou la coureuse se servait du sport pour se prouver quelque chose ou prouver quelque chose au monde.
Mais justement, comment est-ce que toi, tu arrivé à percevoir la différence entre un athlète qui vise peut-être un certain niveau de performance et du coup qui est très engagé dans sa préparation, qui va s'entraîner beaucoup, qui va mettre en place une stratégie pour donner le meilleur de lui-même au niveau de la nutrition, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau des entraînements, mais finalement c'est dans le but d'un objectif, à quelqu'un qui lui va faire ça de manière peut-être plus toxique. Comment est-ce que tu arrives à jauger les personnes à risque et qui ne le sont pas ? Avec mes moyens, je répète, qui ne sont pas celui d'un spécialiste dans ce type de questions, en tout cas médicalement, psychologiquement parlant, je pense pour moi, il y a deux éléments qui m'amènent à me questionner sur la relation d'une personne avec le sport. C'est la corrélation entre son volume d'entraînement et l'intensité de son entraînement et ses réels objectifs sportifs. Quelqu'un qui fait 15 heures de course par semaine mais qui vise 2h10 au marathon, ça ne va pas énormément me choquer. Quelqu'un qui vise juste à être finisher du marathon de Paris en 4h, 4h30, 5h et qui fait 15 heures de course par semaine, là ça va m'interpeller beaucoup plus. S'il n'y a pas de corrélation, si ce n'est pas entre guillemets cohérent par rapport à l'objectif, déjà pour moi il y a un premier élément d'alerte. Le deuxième, c'est le rapport à la blessure. Évidemment, les athlètes de haut niveau, ils sont comme tous les athlètes, quand ils sont un peu blessés, ils tirent un peu sur la machine, puis ça va se passer, ils espèrent, ils croisent les doigts. Maintenant, quand ils sont réellement blessés, ils ont des objectifs, ils voient sur le long terme, donc ils se calment très vite, ils réduisent leur dose, voire ils arrêtent, parce qu'ils savent que derrière, s'ils veulent aller là où ils veulent aller, ils doivent passer par cette étape où ils réduisent le sport. Tu as des personnes qui, lorsqu'elles sont blessées et commencent à être sérieusement blessées, sont en incapacité de s'arrêter. Vraiment en incapacité, je dirais, psychologique. Et là, pour moi, c'est un autre élément d'alerte. Se dire, tiens, t'es blessé, ton corps te met des gros signaux rouges, des gros panneaux, attention, arrête, et tu ne le fais pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser. Servan, t'as connu la blessure, toi, j'imagine, avec 6 heures de vélo par jour, plus la course à pied que tu faisais, plus l'aviron. Est-ce que tu as connu des blessures, des pépins physiques ? Les blessures que j'ai eues, c'est 3 gros accidents. Donc là, la question de faire du sport ou pas, c'est jamais posé. À côté de ça, j'ai des tendinites ou petites blessures ou mal au genou, je sais pas, je touche du bois, j'en ai jamais eu. Et tu penses que tu aurais continué à courir avec une tendinite ? Pardon, tu penses que tu aurais continué à courir ? J'en ai jamais eu. Mais si tu en avais une, est-ce que tu penses que tu aurais continué à courir quand même ou tu te serais... Non, parce que justement... Pour le coup, autant je suis addict, autant je me dis plus je vais accentuer la blessure et plus je vais être privée de sport longtemps. Donc, c'est un peu vicieux aussi, mais comme raisonnement. Mais par exemple, mes accidents où j'ai quand même été 2 fois avec des béquilles, j'ai respecté, mais alors vraiment à la lettre, quand il m'avait dit c'est 45 jours sans appui sur la jambe, j'ai fait 45 jours sans appui. J'ai vraiment tout respecté pour me dire... plus je respecte et plus vite je vais reprendre le sport. Moi, je me tourne vers toi, Florence, parce que c'est vrai que j'ai déjà vu, alors pas forcément en course à pied, mais d'autres athlètes très blessés et continuer leur activité physique, leur sport, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais des blessures qui pouvaient vraiment mettre en danger leur santé et qui continuaient. Et moi, ça m'avait donné un sentiment un peu mortifère. J'avais trouvé ça assez glauque finalement. Qu'est-ce qui explique justement qu'on ne s'arrête pas psychologiquement et qu'on continue encore alors que tous les signaux, et qu'on ne prend même plus de plaisir là, parce que quand on est blessé, ça fait mal. Il y a la notion de plaisir, parce qu'on parle souvent des endorphines, du bien que ça nous procure, mais quand on est blessé, là, c'est juste un calvaire, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on continue encore ? Qu'est-ce qui fait qu'on continue ? Alors déjà, effectivement, comme disait Fred, dans la bigorexie, on n'est pas dans le plaisir, on est dans le besoin. C'est comme respirer, c'est comme manger, c'est comme boire. C'est-à-dire que la personne a besoin de sa dose. Et quand elle arrête, en fait, c'est un mécanisme de sevrage qui se met en place avec tout ce qui est les symptômes du sevrage, c'est-à-dire l'anxiété, la timide dépressive, et puis l'envie irrépressible d'y retourner. Donc finalement, la personne n'est plus maître de son corps, le corps a besoin. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, elle ne respecte plus ni la parole du médecin, ni la parole de l'entraîneur. Elle est uniquement dans l'idée de mettre fin à ces symptômes de manque, comme effectivement un toxicomane qui va dire « j'arrête » et puis qui n'y arrivera pas. Savan, toi, tu nous as dit que tu as pris conscience à l'adolescence que tu commençais à avoir une relation un peu particulière avec le sport. Est-ce qu'il y a eu quand même un événement, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a dit là, il faut quand même que je prenne le taureau par les cornes et que j'affronte ce problème, parce qu'il y en a un?
Il m'a fallu 3 accidents de vélo. Et le dernier a été particulièrement douloureux. J'ai vraiment souffert. Alors, il y a plein d'autres personnes qui ont plus souffert que moi, mais là, j'ai vraiment souffert à un point où je me suis dit, c'est fini. Et en plus, c'est bête, mais le proverbe de jamais 203, la prochaine fois, je vais peut-être finir directement au cimetière. Donc là, je me suis dit, on va se calmer. L'âge aidant aussi, on devient un peu plus raisonnable. Enfin, j'espère. Après, je continue à quand même garder une pratique sportive hyper intensive, mais tous les comportements, parce que là, on a parlé des comportements dangereux suite à une blessure, mais il y a aussi tous les comportements dangereux, comportementaux, dans le genre, je prends l'exemple du vélo, aller faire du vélo quand il y a du verglas ou quand il y a du brouillard et qu'on est fatigué. Là aussi, on a une petite voix qui nous dit non, n'y va pas, c'est dangereux, mais oui, on a besoin, on y va. Et si je peux me permettre, il y a un argument que j'ajouterais à ce qu'a dit la médecin, qui était très juste, mais il y a aussi le fait que quand on manque de confiance en soi, si on ne va pas faire la séance de sport parce qu'on a un peu mal, les autres ils vont dire elle a pas de courage, elle y va pas pour un petit bobo, elle pourrait quand même continuer, quoi. Mais tu penses vraiment que les autres, je pense tes partenaires d'entraînement pensent ça? Est-ce que tu penses vraiment que est-ce que c'est vraiment la réalité, ça? Ou c'est dans c'est un peu c'est la réalité que moi j'ai. Voilà, on en revient toujours au même, c'est l'image de soi. Hein. C'est ça, c'est la réalité interne du sujet finalement, c'est comment il s'estime vis-à-vis de l'environnement. Et du coup, là, c'est typiquement des biais de cognition. Ouais. Voilà. Oui, parce que je sais qu'il y a un biais comme ça où vous savez, c'est le bouton qu'on a sur la figure le matin en se réveillant et qu'on voit sur la glace. Et il paraît on pense que tout le monde va le voir, mais on le surestime x10, alors que c'est souvent surestimé x10, alors que les gens, généralement, ils vivent leur vie et ils ne sont pas forcément à avoir des jugements, mais on a cette impression-là. Concrètement, cette addiction au sport, est-ce qu'elle a eu un impact sur ta vie sociale, familiale, amoureuse, dans ta vie, ta relation avec le sport? Servane? Sur ma vie sociale, oui, puisque les seuls rapports sociaux que j'ai, c'est avec des sportifs. C'est-à-dire que tous mes copains, copines sont soit cyclistes, soit dans l'aviron. Au niveau familial, disons que j'ai pas participé aux événements familiaux importants. Le plus marquant et qu'on me redonne tout le temps, c'est je ne suis pas allée au mariage. Enfin, je suis allée au mariage de ma sœur, mais je suis restée juste l'après-midi. Voilà. Mais je suis pas la seule. Quand je discute avec d'autres bigorexiques, ils ont fait vraiment les mêmes réactions, quoi. Et tu préparais une grosse compétition à ce moment-là? C'est que professionnellement, mon travail n'a jamais souffert de ma bigorexie. C'est l'inverse, en fait. Et au niveau, je ne sais pas si tu as un conjoint, une famille, au niveau des proches, est-ce que... Non, je suis célibataire. Alors, est-ce que je suis célibataire parce que je suis bigorexique ou est-ce que je suis bigorexique parce que je suis célibataire? On ne sait pas. Et ce côté social, d'avoir plus d'amis, d'avoir une relation amoureuse, de fonder une famille, est-ce que tu avais conscience quand même que ton sport te privait un peu de ça? Est-ce que tu en as manqué ou finalement tu étais très heureuse comme ça, quoi? Mais je suis très heureuse comme ça parce que en fait mes journées elles sont pleines. Je bosse, je fais du vélo ou de l'aviron et le soir je suis fatiguée. Hein. Quand je vais au lit, voilà, c'est bon, quoi. Donc il y a pas. C'est sûr que le sport il comble quelque chose. Mais c'est vrai que finalement on peut retrouver ce genre de choses chez les personnes qui vont travailler par exemple nuit et jour. Moi qui travaillais dans les médias aussi, j'avais remarqué que certaines personnes n'acceptaient pas d'être seules. Alors tout le temps ils allaient essayer de sortir, aller boire des verres, mais avec des gens même qu'ils ne connaissaient pas pour justement éviter d'être seuls, éviter de penser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec le fait de meubler la journée et de ne pas se retrouver seul avec soi-même et finalement quand on fait du sport? Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi par rapport à ça? Avec l'aspect social. Exactement, ouais. Et le fait d'être finalement célibataire. Alors finalement, moi je me poserais la question de quel de la poule ou de l'œuf finalement. Est-ce que je suis bigorexique parce que je suis célibataire ou est-ce que c'est parce que je suis célibataire que je suis bigorexique? Donc on se pose la question si finalement l'investissement et le vide affectif n'est pas propice à l'apparition de la bigorexie. Ça peut être une des causes, mais ça n'est pas la seule. Après, du point de vue psychanalytique, et c'est vrai que il y a des études, il y a des hypothèses qui disent finalement, c'est pas forcément peut-être ce qui investit, c'est l'activité sportive, mais davantage le mouvement. Et c'est le mouvement, en fait, qui est lié notamment à une peur d'une position passive.
Et cette position passive, elle est très anxiogène pour la personne qui la vit et qui va finalement provoquer comme une phobie de la passivité. La personne, donc, elle va se mettre dans des pratiques auto-excitantes pour justement s'éloigner de cette menace de passivité. Et elle va être dans la toute-puissance qui va être un renforçateur narcissique. Donc, elle va finalement investir quelque chose qui lui permet de se dire « je suis », en l'absence notamment de relations personnelles, familiales, amoureuses, par exemple. Fred, toi, est-ce que tu as déjà été confronté avec des athlètes ou des gens que tu côtoies autour de toi, des personnes qui vont optimiser vraiment leur emploi du temps, où toutes les compétitions vont être programmées, parce que c'est souvent ça avec les bigorexiques, ils programment sur un an vraiment avec une visibilité la plus large possible, ils vont se coucher très tôt, ils vont se lever très tôt. Sur le plan familial, le temps va souvent, le temps qu'on va passer avec nos proches, avec notre famille, va se réduire comme peau de chagrin parce que on va systématiquement privilégier la course à pied. Et puis même dans la vie de couple, finalement, moi j'ai déjà entendu des compagnes de coureurs à moi me dire « mais Guillaume, j'ai l'impression d'avoir une relation à trois ». Avec la personne et son sport en fait, et moi à côté. C'est vraiment ce mot-là, ça m'avait choqué. Est-ce que toi, c'est des choses sur lesquelles tu es vigilante par rapport à tes athlètes en disant attention quoi? Alors oui et non, parce que comme je te disais, c'est toujours subtil avec les athlètes de haut niveau et de très haut niveau, parce que ils ont une carrière qui est courte finalement. Un sportif, c'est pas une carrière professionnelle, ça dure pas 40, entre 30 et 40 ans. C'est une petite dizaine d'années. Si vous avez des objectifs assez élevés, tout est tourné, votre organisation personnelle, familiale est tournée vers la réussite de cet objectif. Un athlète qui veut être sélectionné en équipe nationale pour faire les JO, à un moment, il est obligé. Alors, ce que certains appellent des sacrifices, moi j'appelle pas ça des sacrifices, qu'il y a un truc contraint dans le sacrifice, mais il y a une contrepartie, en tout cas indéniable au fait de vouloir être une des 3 meilleurs athlètes en France et participer aux JO très concrètement. Mais souvent, ces athlètes de haut niveau, ils ont aussi une approche professionnelle. C'est-à-dire quand ils sont au travail, ils sont au travail, mais quand ils rentrent chez eux, ils arrivent à couper un peu comme un boulot et ils passent du temps avec leur famille, leurs proches, et tout est assez cadré. Ça ne vient pas forcément empiéter sur leur vie perso, ou en tout cas ils essayent de quand même créer des temps et des cloisons, parce que sinon tu vas quand même un peu droit à la catastrophe, même pour eux sur du long terme. En tout cas c'est pas la stratégie la plus intelligente possible, sauf s'ils vivent avec une athlète. Dans ces cas-là, c'est... Je dirais oui et non dans le sens où comme je disais, tu as une carrière très courte et pas que dans la course à pied. Il y a le formidable documentaire qui est fait sur Teddy Riner, où à un moment on le voit avec son fils et sa femme, et il dit en gros il les voit pas beaucoup quoi. Il préparait les JO, il les voit pas beaucoup, mais il sait, il y a une forme de deal. Et c'est là qu'il faut être clair avec son partenaire, sa partenaire. Les enfants peut-être comprennent moins bien, mais alors que ces enfants comprennent beaucoup de choses finalement, plus qu'on pense. Voilà, c'est peut-être un temps, pendant 4-5 ans. Un entrepreneur, ce serait la même chose, quelqu'un qui monte sa boîte. Guillaume, je pense que tu es bien placé pour savoir. À un moment, c'est qu'il va avoir une période qui est peut-être de quelques années où il va avoir la tête dans le guidon, comme on dit. Mais il faut que le deal soit clair. Voilà, je prépare ça, je suis un athlète, je prépare les JO, voilà ce que ça va avoir comme conséquence. Il faut que ça soit accepté, pas forcément avec une athlète, ça peut être avec une ou quelqu'un qui n'est pas athlète, mais quelqu'un qui comprenne l'objectif élevé qu'on se fixe, quel que soit le domaine. Après, là où moi je suis vigilant, c'est quand j'ai des athlètes que je vais qualifier d'intermédiaires, il n'y a rien de péjoratif, mais par rapport au niveau et très haut niveau, ça veut dire un moment souffle quoi. Souffle, là tu coupes un peu, tu vas voir des amis, tu sors, voilà. Effectivement, si ou des personnes qui vont se mettre au chômage pour courir ou ce genre de choses, on sait que ça arrive des fois et là c'est un peu touchy quoi. Voilà, si tu es dans une période de reconversion professionnelle, tu en as marre de ton boulot et tu claques la porte, tu dis j'en profite pour partir 6 mois au Kenya et en profiter, why not? Mais si ça dure 2 ans. mais si en fait tout se passe bien et que tu claques la porte comme ça sans aucune raison, alors que voilà, il faut réussir à détecter, mais tout est subtil, détecter les signaux avant-coureurs pour pouvoir accompagner la personne. Alors il y a aussi des comorbidités qui peuvent s'associer à la bigorexie, notamment les problèmes d'orthorexie, des troubles du comportement alimentaire, d'hyperanxiété. Servane, je ne sais pas si toi tu as eu des comorbidités par rapport à cette bigorexie, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais si tu as eu est-ce que ton rapport aux aliments, le stress, est-ce que ça a joué aussi l'hyperanxiété, ce genre de choses? Ah, énormément, parce que j'ai été anorexique à l'adolescence. J'ai toujours refusé mon corps de femme.
Donc le sport, c'était aussi une manière de le gommer et de rester mince. Oui, l'anorexie, ça va souvent. Enfin, moi, je trouve que l'anorexie va souvent avec la bigorexie. En tout cas, toutes les filles bigorexiques que je connais, elles ont un problème avec l'alimentation. Chez les garçons, un peu moins. Mais il est clair que le culte du corps, c'est un élément fondamental aussi dans la bigorexie. Donc, tout ce qui est alimentation, oui. Alors, alimentation saine, par la force des choses, si on fait un peu attention, on fait déjà assez de bêtises en étant bigorexique. Donc, si en plus on s'alimente mal, on bouffe en gras et tout ça, non, ça le fait pas, quoi. Donc, oui, je fais super attention à ce que je mange. Mais je suis plus à compter les grammes et tout ça. Maintenant, je fais très attention à manger pratiquement que bio. Et voilà. C'est peut-être pour ça aussi que tu t'étais un petit peu moins blessé. Mais c'est vrai que souvent, et on a pu le voir, certaines jeunes femmes, jeunes hommes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire vont des fois trouver dans le sport une solution. Et certaines personnes, ça va se sentir mieux parce que il faut mieux manger, ça va leur apprendre à leur corps. Mais quelquefois, ils vont un peu glisser d'un problème à un autre et ça va finalement empirer. Est-ce que les comorbidités dans la bigorexie, c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre au sérieux et parce que là, pour le coup, ça peut on valorise souvent le sport et c'est vrai qu'en société, c'est bien vu, mais ça peut avoir des conséquences quand même très très graves pour le bien-être de ces personnes. Tout à fait. Alors c'est vrai que la bigorexie n'est pas reconnue dans le DSM-5. Donc le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. En revanche, il y a des critères qui ont été définis par des chercheurs, notamment Ville, et ensuite repris par VLA. Et un des critères va être celui pour le sportif qui présente cette addiction comportementale de vouloir maigrir par un régime pour pouvoir augmenter ses performances. Donc c'est déjà effectivement, on a le sport et l'anorexie ou l'orthorexie vient en faveur de la performance. Donc c'est quelque chose effectivement qui est très lié. Après, évidemment que le sport est valorisé en société. On est dans une société de la performance, ça c'est un peu le maître mot. Donc ces addictions comportementales, elles sont finalement à la croisée de l'individu et de la société. Et valorisant, pourquoi ? Parce que finalement, on dit aussi addiction positive parce qu'on va observer dans un premier temps des effets plutôt positifs qu'on va remarquer visibles. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à courir de manière un peu intensive d'abord, on va observer que la personne va dire tiens, je gagne en confiance en moi ou je prends de l'assurance. Ça, c'est assez courant. Et puis ensuite, la personne également va ressentir du bien-être. Et enfin, il y a le corps, la forme du corps qui va se transformer. Donc là, c'est socialement valorisé. Et puis en plus, c'est une activité ou un comportement addictif qui en plus s'inscrit dans une normalité quotidienne. Donc tout ça concourt finalement à une installation, à une valorisation, à un positivisme, et pour autant la personne à un moment donné va en souffrir parce qu'elle ne peut plus s'en passer. Servane, pour préparer cette émission, j'ai constaté que très très peu d'athlètes prennent la parole autour de la bigorexie. D'ailleurs, tu es l'une des seules à oser briser le tabou. Dans ton livre, d'ailleurs, tu indiques que finalement la bigorexie, elle est encore méconnue des sportifs et sportives, et que la plupart des personnes qui en souffrent n'ont pas ou ne veulent pas avoir conscience de leur addiction. Toi, pourquoi est-ce que ce phénomène finalement de déni, il n'a pas pris ? Comment est-ce que tu expliques que certaines personnes finalement se mentent un peu eux-mêmes, et pourquoi toi tu as eu ce déclic ? Parce que le déni, c'est un sentiment qui est assez puissant et il y a très peu de personnes qui en parlent de la bigorexie. Moi, c'est parce que c'est vraiment à cause de mon dernier accident où je me suis dit qu'à force de jouer l'aveugle, parce qu'on le sait très vite qu'on est bigorexique, ce que je disais tout à l'heure, la petite voix qui vous dit fais pas ça, mais qui va quand même tout organiser autour du sport toute sa journée, faire en sorte qu'on puisse caser sa séance de sport. Du coup, là, mon troisième accident, je me suis dit il faut absolument que j'en parle pour éviter aux autres que ça leur arrive. Et quand je vois des comportements bigorexiques autour de moi, des choses que j'ai faites moi et que maintenant je trouve ça aberrant et que la personne continue à le faire en me disant mais non, mais c'est normal. Et d'ailleurs, tous les bigorexiques amis qui ont lu mon livre à chaque fois m'ont répondu oui c'est bien, mais de toute façon moi je suis pas comme toi. Non, d'accord, parce que effectivement il n'y a pas deux bigorexiques pareils, mais quand même ils sont en plein dans l'addiction. Et l'autre chose, c'est que il y a beaucoup de personnes qui pardon, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui se mentent en fait et qui se voilent la face ? Oui, parce que
déjà, se dire que faire trop de sport, c'est déjà un truc à assimiler, parce qu'on peut se dire aussi qu'on fait jamais trop de sport, tellement le sport c'est bien, etc. Et il y a aussi ce qui joue beaucoup, enfin en l'occurrence pour moi, mais pour beaucoup d'autres, c'est le regard extérieur. Le nombre de fois où moi je prends mon vélo et on me dit ah bah bon courage, mais c'est pas du courage, ça me fait plaisir d'aller faire du vélo. Et enfin c'est très très rare que les gens puissent penser que le sport est destructeur. J'ai eu aussi des remarques sur Facebook où on va le dire franchement, où on s'est moqué de moi en disant mais non c'est pas possible, l'addiction au sport c'est pas possible. Et c'est pour ça que oui, c'est franchement pas évident pour moi d'en parler, mais c'est tellement important que cette addiction soit connue et détectée, et que les gens ils osent. J'ai quand même eu aussi des témoignages hyper positifs de gens qui m'ont dit que grâce à mon livre, elles avaient arrêté l'anorexie, elles étaient sauvées parce qu'elles avaient mis un mot sur ce qui les touchait, elles avaient consulté un thérapeute. D'où l'importance d'en parler, et c'est super que vous fassiez cette émission. Florence, certaines études ont constaté que beaucoup de bigorexiques ont souvent abandonné une addiction considérée comme négative. Par exemple, c'est des anciens fumeurs, c'est des anciens gros consommateurs d'alcool, ou des personnes qui consommaient même des drogues et qui se sont servis finalement du sport pour basculer. Mais à contrario, est-ce que les personnes qui ne souffraient pas d'addiction, alors Servane, ça a l'air d'être ton cas, je crois que tu ne fumais pas avant, ou tu as commencé très jeune mais tu n'avais pas d'addiction, est-ce que finalement cette bigorexie, ça peut aussi les conduire vers de l'alcoolisme, vers des problèmes de drogue, voire même de dopage finalement? Est-ce que ce n'est pas aussi un risque? Il n'y a pas aussi cette comorbidité-là? Alors effectivement, la comorbidité du dopage vient servir en fait de la performance, donc ça c'est assez évident comme lien. Après, ce qu'on va observer, c'est plutôt chez les sportifs de haut niveau, où bien c'est aussi une possibilité de décharge, où on va aller sur la consommation d'alcool, de drogue, voilà. Mais il n'y a pas de parcours tout fait. Ce qu'on observe, c'est que de toute façon, il y a ces gènes qui ont été repérés dans les addictions, notamment avec substances, qui semblent être aussi en partie responsables finalement de comportements addictifs avec ou sans substance. Donc la personne effectivement va quitter une addiction pour une autre, une addiction qu'on va peut-être qualifier de négative pour une addiction plus positive. Donc il y a aussi une valorisation par le regard de l'autre. On s'en est sorti malgré tout, bien que de nouveau on soit dépendant d'autre chose. Même si on tient à rassurer nos auditeurs qui nous écoutent, parce que peut-être d'anciens fumeurs ou d'anciennes personnes qui ont une jeunesse où ils ont fait beaucoup la fête. Et évidemment, ça reste un très bon moyen d'arrêter de fumer ou d'arrêter une consommation d'alcool, pas dire excessive, mais des fois un peu trop festive, se mettre dans le sport. On ne va pas tout de suite glisser vers la bigorexie. Faut pas non plus. C'est quand même quelque chose qui est plus profond, qui vient d'une histoire familiale et qui est quand même dans un processus qui reste quand même, heureusement, assez anecdotique, même si, à mon avis, beaucoup plus courant que ce qu'on peut imaginer. De toute façon, pour tout, il faut définir effectivement si c'est une addiction ou pas, parce qu'on peut boire et avoir un alcool festif et pas forcément être dans une addiction avec substance, notamment à l'alcool. Justement, en parlant d'addiction, dans le milieu du sport, on parle beaucoup des endorphines qui seraient un peu responsables du plaisir qu'on a quand on fait un run. Fred, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est les endorphines et pourquoi est-ce que c'est un peu l'ivresse du coureur, ces fameuses molécules? Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est? Déjà, Guillaume, il faut savoir que les endorphines, en fait, sont ce qu'on appelle des neurotransmetteurs naturels. Il s'agit de substances biochimiques libérées par les neurones et qui agissent sur d'autres neurones qui sont appelés pour le coup des récepteurs opiacés. Et ces récepteurs modulent plusieurs fonctions cérébrales, qu'elles soient psychologiques ou physiques, et ont du coup un rôle sur l'humeur des individus. Mais du coup, à quoi est-ce que servent ces neurotransmetteurs dans la course à pied? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Alors, quand tu cours, ton corps fournit un effort, ça n'échappe à personne jusque-là, personne ne me le contestera, j'espère. Et ce sont des efforts qui peuvent susciter des douleurs. Attention, pas de la souffrance, on parle des douleurs, parce que le corps en mouvement peut être un peu choqué. Et pour atténuer ces douleurs, ton corps va libérer ces fameuses endorphines pour déclencher des sensations de plaisir et réduire cet effet de douleur et rendre ce qui pourrait être pas agréable en quelque chose d'agréable en quelque sorte. Et c'est un peu la morphine naturelle, entre guillemets, mais moins forte évidemment. Et c'est pour ça qu'on dit endorphine, parce que endo c'est à l'intérieur de nous-mêmes, et orphine, morphine, on comprend bien l'idée. Et alors après, évidemment, la question question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les endorphines, on peut, est-ce que les endorphines, elles ont un rôle sur l'humeur des individus ? Et alors après, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les endorphines, on peut, est-ce que les endorphines, elles ont un rôle sur l'humeur des individus ? Et alors après, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les endorphines, on peut
déclencher une addiction, on peut s'auto-rendre dépendant. C'est quand même très, très peu probable parce qu'il faut bien voir que les quantités d'endorphines présentes dans le corps ne sont pas là de manière illimitée. Leur libération, pareil, ne se fait pas de manière illimitée et à volonté. C'est quand même très régulé. L'organisme fonctionne d'une manière assez claire. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains, et certaines malheureusement, font appel à des substances extérieures pour connaître vraiment ces états d'extase. Donc l'endorphine, oui, peut avoir quelque chose d'agréable, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur souvent. Voilà. Mais vous avez des gens qui courent et ils se mettent pas à faire la roue peace and love juste après leur footing sous l'effet des endorphines. Ils sont peut-être simplement bien, un peu apaisés, relaxés, mais voilà, ils viennent pas de se prendre un gros shoot, hein, très concrètement. Ah dommage, ça pourrait être sympa aussi. Si, c'est bon, enfin, je dis ça, attention, je vais avoir des problèmes. Je dis ça avec humour, évidemment. Servane, toi, est-ce que tu avais cette sensation un peu, tiens, je vais courir, cette sensation un peu de shoot, donc liée aux endorphines, ou plutôt c'était plutôt ce qui te faisait y aller, c'était plutôt te sentir bien, d'avoir réussi ta mission, et puis surtout, le fait d'y être allé, bah, tu vas pas te sentir nul en fait, parce que t'es pas allé t'entraîner 6 heures par jour. Comment ça se passait? C'était quoi la récompense un peu? Alors, il y a tout ce que tu as dit. C'est-à-dire pas se sentir nul parce que je l'ai fait, se sentir courageux parce que je l'ai fait. Et ce que je voudrais dire aussi pour les endorphines, c'est qu'en fait, et c'est là où il y a l'addiction, c'est qu'au départ, 1 heure de sport, que ce soit courir ou faire du vélo, ça apporte vachement de plaisir. Mais après, 1 heure, ça suffit pas. 1 heure, ça apporte rien. Donc du coup, on passe à 2, et puis à 3, puis à 4. Et c'est au bout de 4 que là, ça y est, on plane, quoi. Ouais, c'est comme l'accoutumance avec la cigarette ou l'alcool finalement. C'est pour ça que oui, quand je parle d'addiction, c'est vraiment l'addiction au sport, ça existe, c'est vrai. Alors effectivement, la Servane parle de l'addiction et finalement, elle augmente la durée. Mais la durée, on peut aussi également augmenter l'intensité ou le rythme. Donc on pourrait avoir la même pratique, la même durée, mais en même temps avec beaucoup plus d'intensité. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire aussi, c'est assez logique. Servane, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que du coup, tu as un peu tourné la page de cette addiction un peu toxique au sport, même si tu restes, c'est un peu dans ton ADN le sport, et ça reste quand même une bonne chose, attention. Comment ça va aujourd'hui? Alors, moi, je me sens bien. J'emploie le terme qui va peut-être faire hurler certains, mais je dis que je suis bigorexique raisonnable, c'est-à-dire que je conserve une pratique en volume horaire qui est hyper importante. Mais par contre, tous les comportements dangereux que j'ai évoqués, ou quand je suis trop fatiguée, disons que maintenant j'écoute la petite voix qui me dit n'y va pas parce que là c'est dangereux, tu risques l'accident. Donc là, je me dis j'ai progressé. Et du coup, c'est sûr que j'ai besoin de toutes mes heures de sport pour être bien dans mon travail, pour être bien dans ma tête. La confiance en soi, je l'ai toujours pas, donc d'ailleurs c'est pour ça que j'arrête pas de bégayer et que voilà. Mais ça s'entend pas en tout cas, t'as pas l'air très stressé. Je pense que j'ai fait un gros progrès quand même. Et du coup, Servane, moi j'ai une question. Est-ce que pour sortir et vraiment de ce que je vais appeler, hein, excuse-moi le terme si c'est pas bon, mais un peu de cette bigorexie morbide et d'arriver à l'état où tu es actuellement, tu as été accompagné ou ça a été une démarche que tu as fait seul? Enfin, c'est très concrètement, voilà, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui dans ton témoignage ou dans ce qu'elles écoutent, elles se disent bah tiens, peut-être que moi j'ai un souci, c'est quel conseil? De se tourner vers peut-être d'autres sportifs, de partager ça, de voir des thérapeutes? Comment on peut commencer à essayer de s'en sortir? Je ne dis pas forcément guérir tout de suite, parce qu'on n'est pas une émission médicale, on n'est pas médecin pour ça, mais quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se reconnaît dans le témoignage et qui se dit bah ouais, mais en fait, voilà, j'ai aussi envie d'évoluer de manière positive? La première chose, c'est si on a la volonté. Mais c'est la volonté qu'il faut, parce qu'à partir du moment où on a la volonté, quand on a la petite voix qui vous dit n'y va pas, on va le faire. Après, au niveau des thérapies, je suppose que les thérapeutes peuvent aider. Moi, je suis pas allée voir un thérapeute, je m'en suis sortie toute seule, ou plutôt la seule fois où je suis allée voir un thérapeute, c'était après mon accident pour reprendre l'aviron parce que j'avais des angoisses. Donc c'est pas le bon exemple. Mais c'est justement aussi pour ça que je parle de la bigorexie, parce que les thérapeutes avec lesquels j'ai parlé ne connaissaient pas le phénomène. Et il y avait beaucoup de médecins, quand je leur parlais de bigorexie, ils connaissaient pas le terme. Donc plus on va en parler, plus les thérapeutes vont être ouverts à ça. Et je pense qu'aller voir un thérapeute, il soignera la bigorexie comme il sait soigner n'importe quelle addiction.
Parce que la bigorexie, le sport, il vient combler un manque que d'autres vont combler par l'alcool ou la cigarette. Voilà. Et après, l'autre conseil que je donne, c'est faire du sport entouré. Parce que, mine de rien, quand on a le regard des autres, par exemple en club, en vélo, quand je roule toute seule, je peux rouler 5 heures, ça va choquer personne. En club, si vous faites 3 heures d'aviron, les gens ils vont se dire il y a un problème quand même. Hein. C'est un garde-fou. Donc, et ceux qui peuvent, le coach sportif aussi. Un encadrement, effectivement, c'est important d'être encadré. Ouais. Justement, Florence, pour conclure notre échange qui est passionnant, il y a peut-être des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent et qui se posent des questions. Alors, on l'avait fait et quelquefois, il y a des gens qui courent 3-4 fois par semaine et qui se disent je suis peut-être picorexique. Parce qu'aussi, il y a les proches. Quelqu'un qui ne court pas, si vous courez 3-4 fois par semaine, il va vous dire mais t'es accro, tu vois, il y a un peu ce côté-là, alors que en fait non, il faut aussi, on reste quand même dans un phénomène qui se construit, qui est quand même assez particulier et qui heureusement ne touche pas tout le monde. Mais quels sont les signes, selon toi, sur lesquels on doit être vigilant et qui doivent peut-être nous emmener à nous interroger et pourquoi pas à consulter? Si tu peux donner quelques tips comme ça sur lesquels on peut... Bien sûr. On va être effectivement sur des sujets qui vont investir une activité en particulier au détriment de tous les autres et qui vont augmenter progressivement aussi l'intensité, la durée ou le rythme, qui vont désinvestir l'ensemble des autres pans de leur vie personnelle, professionnelle, sociale, qui lorsqu'ils arrêtent vont avoir des sensations de manque avec des anxiétés, quelque chose de l'ordre de la dépression. Et puis l'envie répressible d'y revenir. Il faut reprendre sa dose en quelque sorte. Et les conflits que cela engendre aussi, ça aussi c'est un indicateur. Le conflit avec la famille, les amis, le travail. Et notamment quelqu'un qui va organiser toute sa vie, qui va quitter son travail par exemple pour ne pratiquer que son sport sans viser, parce qu'effectivement si on est un professionnel, un sportif professionnel, on n'est pas dans le même rapport à l'activité. Donc là, quand quelqu'un qui quitte son boulot pour organiser sa vie autour du sport, tout ça, ce sont des indicateurs qui peuvent alerter effectivement sur une relation addictive à l'activité. N'hésitez pas en tout cas à vous renseigner, à vous faire aider. C'est vraiment le meilleur moyen de s'en sortir, c'est toujours de demander de l'aide et d'en parler à ses proches. Merci infiniment Servan, merci infiniment à Florence pour cet échange passionnant. Je rappelle vos livres. Florence, toi, c'est Psychanalyse du sportif d'endurance, l'identité en marche, paru aux éditions de l'Harmattan. Et toi, Servan, si on veut retrouver ton témoignage, c'est... pardon. Le sport m'a excusez-moi, le sport ma prison sans barreaux, paru aux éditions Bolt, je crois, si c'est bien ça. Super. Bolt en Fora, c'est la même boîte. Au Fora, effectivement, qu'on connaît bien ici. Il fait un petit peu chaud, excusez-moi, sur le plateau. Merci infiniment à toutes les deux. Et puis, rendez-vous prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, ça ferait plaisir. Et puis, je vous propose qu'on passe à la rubrique actualité sans plus attendre. Merci, à bientôt. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. La rubrique actualité, chaque mois on vous partage les bons plans de la planète running. Fred, est-ce que on est un peu un peu en fin de saison, il y a les interclubs qui sont passés, il y a la saison de piste qui va arriver, on prépare un peu les vacances, mais ce qui se passe quand même un petit peu, est-ce que tu as quelques petits éléments d'actualité à nous partager aujourd'hui ? Alors effectivement, comme tu le dis, on est dans un entre-deux. L'ensemble des marathons du printemps sont désormais derrière nous et on vous les a largement relayés, donc je ne reviendrai pas dessus. La saison estivale débute tout juste avec effectivement en point d'orgue les championnats du monde d'athlétisme à Eugene, aux États-Unis. Derrière des championnats d'Europe pour les athlètes qui n'auront pas forcément fait les championnats du monde. Voilà. Je dirais que l'actualité au niveau course à pied, pour moi, est marquée, parce qu'il y a un phénomène qui s'était développé lorsqu'il y a eu la période de Covid et qu'énormément de courses avaient été annulées. Ce sont les courses privées, d'ailleurs, qui sont liées à des équipementiers très souvent. Donc, des équipementiers réunissaient leurs meilleurs athlètes et faisaient des courses pour un peu qu'ils puissent courir et faire de jolis perfs et au moins rester dans un rythme de compétition.
Et en fait, on pouvait penser que ces courses allaient disparaître, puisque les courses grand public ouvertes à tout le monde sont à nouveau organisées et accessibles à toutes et tous. Et ces courses sont maintenues, alors organisées autour d'événements de sortie de nouveaux produits notamment. Mais on a vu deux courses dernièrement organisées en Europe par 2 équipementiers différents qui ont été support à de très grosses perfs. Et alors, je ne veux pas faire l'ancien qui regrette un peu le temps passé, mais je pense que c'est une évolution. Je ne sais pas si elle va forcément dans le bon sens, parce que la course à pied, notamment la course sur route, c'est, je pense, comme ça de tête, le seul sport au monde où lorsque vous êtes sur une ligne de départ, par exemple, si vous prenez le départ du marathon de Berlin, si je pense à l'an dernier, vous êtes sur la même ligne de départ que Kenenisa Bekele. Si vous allez à Londres, vous allez vous retrouver sur la même ligne de départ que Kipchoge, et tout le monde court ensemble. Chacun fait sa course, mais tout le monde court ensemble. Voilà. Et là, on a vraiment des courses privées qui se montent, et en plus même pas qui permettent aux meilleurs de s'affronter, puisque c'est par équipementier. Alors certains équipementiers ont des armadas de coureurs de très haut niveau, mais globalement, voilà, ils sont tous un peu répartis. Les uns chez telle marque, les autres chez telle marque. Et du coup, voilà, alors je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui me dérange, c'est quelque chose que je comprends dans la démarche marketing et autres, mais ça me semble, mine de rien, je vais le dire tel que je le pense, même si ça risque de réagir sur les réseaux, un peu contre nature avec l'esprit même de la course à pied, qui est à la base un sport de liberté et que tout le monde pratique et que tout le monde peut faire ensemble. Donc voilà, je pensais pas qu'on verrait ces événements au printemps. Ils ont eu lieu. Voilà, on verra si ça perdure. Dites-nous sur le chat d'ailleurs ce que vous pensez un peu de ces courses privées. Moi je suis d'accord avec toi, Fred, c'est vrai que c'est ce qu'on aime, c'est le côté populaire, avoir ces courses un peu élitistes, réservées en plus aux équipementiers. Alors souvent on nous prédit des records, des machins, ça fait souvent des bides aussi, donc faut pas se mentir, à chaque fois il y a des bides. C'était Nike même avant le Covid qui avait lancé ça pour promouvoir un peu la Next 4%, les courses un peu à record, qui avait d'ailleurs pas marché. La première tentative a d'ailleurs pas marché. C'est vrai que depuis ça a été pas mal repris. C'est pas, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus convivial. C'est un peu, c'est une approche élitiste. Je vois pas trop l'intérêt aussi pour les équipementiers, parce que finalement, le marché du running, c'est quand même grand public. Voilà, on est un peu dans la continuité du phénomène plaque carbone, du phénomène un peu chaussure. Il y a peut-être des trucs à faire, des activations populaires sur les marathons. Voilà, ça fait du bien aux courses, ils en ont besoin en ce moment. On n'a pas forcément besoin de ça. Bon, dites-nous sur le chat ce que vous en pensez. T'en penses quoi d'ailleurs? On a reçu Manu du site Wanna Run. Alors bon, toi tu es toujours invité dans les beaux événements. Alors voilà, parce qu'il a ses entrées, monsieur Manu, il faut le savoir. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne ou une mauvaise chose? J'en pense que quand on voit l'engouement pour le marathon pour tous de Paris 2024, je me dis que finalement c'est à contre-courant, on est d'accord. Contre-courant de ce que font les équipementiers. Donc voilà, peut-être que les deux peuvent perdurer. Je comprends. Après, les équipementiers, c'est une façon aussi de réunir leur team d'athlètes, parce que souvent les teams d'athlètes se voient rarement, donc ils sont tous un peu dispatchés sur différents événements. Là, c'est l'occasion un peu de faire de la cohésion au sein du team aussi. C'est un bon team building alors, c'est ça. Hein. On peut voir ça comme ça. Coûte cher le team building. Mais tu as raison, pour moi l'enjeu c'est plutôt le pied inverse, c'est-à-dire le marathon des JO de Paris 2024 qui va s'ouvrir. Justement, on va ouvrir un événement qui était un peu privatisé. C'est ce vers quoi il faut aller. Et les pistes, les stades, il faudrait que ça sorte. Pour moi, c'est plus dans l'esprit que tu disais, Fred, tout à l'heure. Manu, je me tourne maintenant vers toi. Tu nous as sélectionné une sélection de produits spécial été. Je peux te dire qu'il fait très très chaud aujourd'hui sur le plateau. Alors les auditeurs ne le savent pas, mais il y a au moins 40 degrés. Enfin, moi je suis complètement, j'ai déjà bu 1 litre. Et voilà, tant mieux, hein, c'est bien. Voilà, c'est aussi les conséquences du réchauffement climatique. Mais du coup, la question des équipements se pose. Et tu nous as réservé une petite sélection de produits indispensables pour passer l'été dans les meilleures conditions. Voilà, qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour toi? C'est quoi les indispensables de cet été? On t'écoute, Manu. Ouais, effectivement, si j'avais su la température sur le plateau, j'aurais dû prendre des échantillons et puis vraiment faire des tests en réel. On va demander à notre producteur de nous mettre la clim la prochaine fois, ça sera mieux. Ouais, effectivement, alors... Oula, on l'a perdu là, il a disparu, il est plus là,
Donc effectivement, quand on pense été, la première chose que j'ai pensé, c'est le t-shirt, parce que vous en avez peut-être marre de porter le t-shirt de la corrida de Cornu. Alors j'en ai parlé à Fred avant. Célèbre corrida bretonne visiblement. Voilà, Cornu, c'est vraiment une ville, c'est en Bretagne. Alors on fait un petit coucou à nos amis bretons. Donc il n'y a pas de corrida de Cornu. J'ai créé le nom comme ça pour pas qu'il y ait de problème. Je vexe personne. Alors, j'ai aussi pris Cornu parce que tout le monde sait que Fred court très tôt le matin parce qu'il court tout nu, on le sait. C'est un de ses plaisirs, effectivement. Tu le connais bien, tu l'as bien cerné le personnage. Je suis pas bigorexique, mais j'ai d'autres travers. Pourquoi il se lève tôt? Alors, revenons à nos moutons, vous allez comprendre un peu après pourquoi. Vous savez que les fameux t-shirts de course, que même si on est très fier de les arborer parfois, dans le temps, il commence à y avoir des odeurs qui sont un petit peu récalcitrantes. Donc, je me suis intéressé à des t-shirts qui pouvaient éventuellement éviter ce petit désagrément. Donc, il y a une solution, c'est la laine de mouton. Alors, je vois déjà Guillaume me dire, mais non, mais la laine, c'est pour l'hiver, la laine. Oui, surtout la laine de mouton. Je me vois mal courir avec un t-shirt en laine de mouton, ou alors... parce que tu le sais pas. Peut-être sur Ultra Trail encore, je suis pas sûr que... Et donc, écoutez, vous regardez, ceux qui ont l'occasion d'être sur Twitch, vous pouvez voir que j'ai un magnifique t-shirt gris chiné. Et ça, c'est de la laine de mouton. Et c'est de la laine de mérinos. Ah la vache. Et voilà. Et en fait, ce qui est important dans la laine, c'est pas forcément que ça tient chaud, c'est que c'est un excellent régulateur thermique. Donc, le régulateur thermique, c'est aussi bien valable quand il fait chaud que quand il fait froid. Donc, dans notre cas, ça tombe très bien. Donc, toi, tu l'as essayé? Est-ce que franchement, tu vois une différence avec un certain coton? Ouais. Alors, c'est très agréable à porter, finalement. Alors, il y a des mélanges. On n'est pas toujours en 100% laine de mérinos, parce que ça, c'est de la laine de mérinos. Le mérinos, c'est une race de moutons de Nouvelle-Zélande. Donc, ils utilisent, qui a vraiment des propriétés. La laine a vraiment des propriétés de régulation de la température qui sont assez étonnantes. Et donc, il y a plusieurs marques qui font alors souvent des mélanges. Par exemple, celui-là, il est en 87% laine de mérinos et 13% nylon. Donc, il y en a qui font il y en a qui sont en 100% mérinos et il y en a qui sont, il y a des 50% mérinos, 50% polyester et tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça sent pas du tout. Et j'ai même essayé de porter plusieurs fois quand il faisait bien chaud et tout ça. Et pourtant, tu avais plein d'odeur, toi. Je n'osais pas le dire, voilà. Donc voilà, il y a des t-shirts mérinos. Donc la laine, l'idée de ce petit focus produit. Je vais essayer, ça m'a donné envie. Tiens, je vais essayer. La laine, je vais me commander sur iron.fr un beau t-shirt en coton mérinos. Donc les deux marques qui font ça, c'est Icebreaker, qui est une marque néo-zélandaise, et Odlo, qui est aussi assez connu. Et que j'ai essayé. Ils ont des t-shirts, tu sais, un peu sensation Cornu, ce qu'aime bien Fred d'ailleurs. Ça lui rappelle sa jeunesse. Et c'est franchement très très bien. J'ai beaucoup apprécié. C'est très léger. Et c'est vrai que tu as l'impression de courir torse nu, ce qui est très mauvais d'ailleurs, on le dit. Il ne faut pas courir torse nu, parce qu'on peut choper des insolations. Mais c'est pas mal, effectivement. Voilà, alors la contrepartie, c'est qu'effectivement, c'est du produit naturel et tout ça. Donc le prix est un petit peu. Faut compter dans les 70 € quand même le t-shirt. Quand même, tu sais, maintenant, tu as des shirts de grands équipementiers à 75 €. On atteint des folies des fois sur les prix, ça les justifie pas forcément. Là, au moins, on a un produit un peu technique, donc pourquoi pas. Et si c'est durable, après, je sais pas. J'en ai qui ont quelques années et je les utilise très régulièrement et ça vit plutôt bien. Bon, pour ton anniversaire, je sais quoi te prendre maintenant, Fred. Tu auras cette sensation cornue que tu apprécies tant. Quelle est la deuxième sélection? Produit qui dit été dit hydratation. Il faut trouver des solutions pour s'hydrater. Quand on court, c'est pas toujours pratique. Alors moi, la solution que j'ai trouvée, c'est la ceinture avec une grosse gourde qui se place derrière, donc au-dessus, en bas du dos. Et donc en général, on arrive sur des contenances à peu près 1 demi-litre. Et puis il y a une petite poche en supplément pour mettre une barre de céréales et éventuellement votre téléphone. Et ça, c'est pas trop, parce que souvent, on n'a pas envie d'avoir, surtout quand on a un coureur sur route, la sensation, le sac lourd, on veut courir de. Moi, je trouve que c'est très suffisant pour faire une sortie jusqu'à 1h30. Un demi-litre d'eau, c'est plutôt bien. Et c'est pas gênant. Alors, il y en a qui ont 4 gourdes. Il y en a qui ont des modules avec 4 petites gourdes. Bon, moi, j'avoue que j'étais pas très fan. Et là, depuis que j'ai trouvé ce système avec juste une seule gourde, elle est un peu en diagonale, donc c'est assez facile à choper derrière. Et puis, vraiment, c'est assez pratique, quoi. Mais j'avais cherché justement, moi, quand je préparais le marathon de Paris,
bah justement tu fais des sorties longues, des fois tu as besoin de ravitailler et bah t'as pas forcément, donc voilà, j'ai dû un peu aller chercher. Alors, je sais que les trailers étaient habitués, effectivement j'avais un peu galéré pour trouver le truc parfait. J'étais pas 100% satisfait de ce que j'avais trouvé, donc voilà, je vais aller voir celui-là pour cet été, c'est quand même pas mal. Et puis sachant que moi, je l'ai utilisé sur mes 3-4 derniers marathons, une ceinture de ce type, sauf que je prends pas du coup la gourde et que je mets tous mes gels à la place de la gourde, puisque finalement les ravitaillements en eau sur les marathons ça se fait très bien, quoi. Sauf que on enlève de plus en plus les bouteilles d'eau, ce qui est très bien, parce que quand il y a un demi-million de bouteilles d'eau au marathon de Paris, forcément ça pose des questions sur l'écologie, et de plus en plus de marathons enlèvent les bouteilles. Au gobelet c'est quand même pas pratique pour ravitailler. Du coup, est-ce que c'est pas aussi un peu les coureurs sur route vont devoir un peu faire comme le trail, avoir leur propre ravitaillement, ce qui pose des questions aussi sur la performance. Alors les athlètes élites ont leur gourde et mais bon, pour les coureurs amateurs qui veulent faire un peu de perf, voilà, il va falloir s'adapter aussi, quoi. Alors la technique du gobelet, alors c'est vrai qu'en France souvent on avait encore des gobelets en plastique. Il y a une technique que j'ai appris au marathon de New York, parce qu'un marathon de New York c'était déjà historiquement des gobelets en carton, et en fait il faut bien pincer le gobelet, comme ça on limite l'eau qui part dans tous les sens. Donc pensez à pincer le gobelet. Moi j'ai déjà réessayé de ravitailler au gobelet. Personnellement, je mets de l'eau partout sauf dans ma bouche. Après, est-ce qu'il y a autre chose ? Donc, alors attends, donc les marques qui font, j'ai plusieurs marques, donc Camelback, Salomon et Red Light. On trouve des produits donc en fonction entre 25 et 45 euros. Et ton coup de cœur à toi, c'est lequel entre ces trois marques ? Moi j'ai la Salomon Active. Et alors la petite spécificité, c'est que la gourde est triangulaire. Donc on a vraiment la face du triangle qui vient sur le dos, donc du coup c'est encore plus ergonomique, je trouve. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose ? Et oui, qui dit été dit casquette. Donc là c'est pas facile, hein, les casquettes. Donc je vous ai trouvé alors une de la marque Compressport. C'est la Ice Cap. Alors Compressport c'est une marque assez intéressante puisqu'elle a été fondée par un Français qui s'appelle Sylvain Laure. Et c'est le PDG de la boîte, mais c'est surtout un fanat d'endurance, hein, puisqu'il a fait l'UTMB, il a fait des dizaines d'Ironman. Enfin voilà, c'est vraiment le premier utilisateur des produits de la marque. Donc autant dire qu'il est assez exigeant avec ses équipes sur les constructions, et souvent c'est lui qui donne les idées et puis les petites corrections qui vont bien, quoi. Donc là il y a une casquette qui est en fibre hydrophobe. Donc du coup ça évacue très vite la transpiration et elle sèche très vite. C'est vraiment idéal pour les fortes chaleurs. Et on va retrouver un petit système sur l'arrière où vous allez pouvoir insérer une petite poche de glace pour pouvoir vraiment réguler quand il fait vraiment très très chaud. Et bien sûr, elle existe en version saharienne. Fred, la version saharienne c'est ? Alors là, je n'en sais rien du tout. C'est la version avec le petit tissu qui tombe sur la nuque. Ça s'appelle une casquette version saharienne. C'est bien. Tu sais, maintenant à Paris, avec le réchauffement climatique, faut courir avec ce genre d'équipement, hein. Voilà, donc là, il y en a 30-35 euros la casquette pour être au frais. Mais on avait vu à Rio, je me souviens, ces petites poches de glace, les coureurs justement avec ces casquettes, ça avait été assez utile d'ailleurs. À Rio, à Tokyo également. Oui, c'était Tokyo, pardon. Ouais. Effectivement, ouais, c'est... Et alors, dernier produit, qui dit soleil dit lunettes de soleil, hein, forcément. Donc là, moi, je conseille aux gens vraiment de pas blaguer avec les yeux, parce que c'est vrai qu'il y a le soleil, ça peut faire des dommages très graves. Donc, il faut vraiment porter des lunettes de soleil. Donc là, je voulais parler d'une marque française qui s'appelle Julbo, qui est quand même assez connue. C'est fabriqué dans le Jura. Hein, dans le pays des lunetiers, comme on dit. Alors, ils ont une gamme qui s'appelle Aéro, qui est dédiée au sport d'endurance, hein, running et trail. Hein. Ils sponsorisent le fameux Xavier Thévenard, hein, qui est jurassien d'origine aussi. Un petit trailer qui débute, voilà, c'est ça. Il a gagné 2-3 courses de village. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'ils ont des gammes qui sont souvent un petit peu complexes. Donc, je voulais rentrer un petit peu, expliquer aux gens, parce que effectivement, quand on arrive et qu'il y a une 50aine de modèles, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est tout simple. Sur les lunettes Julbo, il y a 2 noms. Le premier, c'est en fonction de la taille de votre visage. Donc, la gamme Aéro, c'est la gamme dédiée au trail et au running. Donc, il y a Aéro Light, c'est plutôt si vous avez un visage fin. Aéro en cas de visage normal, et Aérospeed, c'est les visages plutôt larges, et puis les cyclistes qui ont besoin vraiment de... Ouais, c'est ça. Mais c'est le problème avec les lunettes, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pour rebondir. Moi, je suis mal à l'aise, parce que je trouve que ça fait un peu, je peux dire prétentieux, mais c'est très, tu vois, voilà, je suis pas... J'aimerais bien une marque qui sont un peu plus... qui communique un peu moins sur la performance et plus sur le lifestyle, quoi. Tu vois, je trouve que c'est très... je suis pas à l'aise, moi, tu vois, avec...
Tu vois, même les débardeurs, je suis pas à l'aise à courir avec un débardeur. Alors c'est peut-être dans ma tête, je sais pas toi ça, mais c'est souvent des trucs, tu sais, c'est très élitiste, tu vois, les communications, les trucs, un peu les vitesses. Alors c'est bien si t'es un coureur en 28 minutes sur 10 km. Moi je suis un garçon timide, voilà, donc j'aime un peu moins ça. Je sais pas si tu mets toi des lunettes. Moi j'ai mes lunettes de vue, donc si je veux porter des lunettes pour courir, il va falloir que je fasse adapter les verres des lunettes de soleil. Tu mets des lentilles. Vue, voilà, mais c'est non, du coup non, donc du coup je cours avec mes lunettes. Je préfère courir avec mes lunettes, très sincèrement. Sans tu as des petits trucs là que tu mets les petites capsules comme les petits vieux. Voilà, à l'ancienne, comme dans les années 80 ou à la Las Vegas Parano pour ceux qui connaissent le film. Ouais. Mais voilà, c'est pour les gens qui ont des lunettes, c'est des problèmes. C'est un problème d'avoir des lunettes. J'ai des lunettes aussi. Mais bon, j'ai les lentilles. Voilà. Après le débardeur, why not. Mais je sais pas, pour moi, débardeur c'est compétition, donc même une séance d'entraînement, c'est ça. Je serai en t-shirt. Mais j'étais curieux parce que je pensais que les mœurs évoluant à grands pas dans notre société, que Manu allait nous présenter les brassières pour hommes, mais ça pas pour cette année visiblement. Non, c'est pas pour cette année. Okay. Bon, je finis quand même. Alors sur les verres. Il est déçu, Fred. T'aurais aimé une petite brassière, un petit cache-téton peut-être pour aller courir, ce serait pas mal. Il y a des sur les triathlètes ont beaucoup des t-shirts moulants un peu croque-top. Hein. Ouais. Ça se fait. Hein. Ah ouais, je vais me mettre. Tu m'as convaincu, je vais me mettre au triathlon. On va se mettre. Voilà. Tu cherchais, voilà. Ça y est. Donc premier nom, on a dit pour la taille du visage. Deuxième nom, en fait, c'est les verres. Donc on a les verres. Bonne gamme déjà, les Spectron, c'est les verres en polycarbonate. En général, ça vous donne. Donc il y a un niveau de protection du soleil entre 0 et 3, 0 et 4, sachant que 0 c'est un verre quasiment blanc. Donc Spectron 3, ça voudrait dire un verre en polycarbonate de niveau 3 sur 4 pour filtrer la luminosité. Et après, on a les fameux verres photochromiques qui vont s'adapter en fonction de la luminosité. Donc là, on va avoir par exemple un verre photochromique qui va de 0 à 3, c'est-à-dire quasiment blanc quand on passe dans une forêt qui est un peu ombragée, jusqu'à 3 quasiment en plein soleil. Donc et ça coûte combien ça à peu près les prix ? Alors, ça commence à partir de 55 €. Il y a des promos en ce moment sur Iron. Et ça monte jusqu'à 170, 200 €. Quoi. C'est quand même cher. Bon, si on habite à la montagne ou dans le sud, c'est cool, mais à Paris, il fait quand même 30 jours de soleil par an. Ça fait quand même un sacré budget. Après, bon, c'est vrai que ça a un certain style, quoi. Ouais, au-delà du style, je pense que voilà, faut quand même moi, je cours. C'est vrai que je cours tôt le matin et en ce moment, c'est vraiment très rasant, donc je le prends en pleine tronche. Hein, écoute, je vais essayer ça. Je te dirai mes avis. Merci beaucoup pour cette sélection, Manu. On peut retrouver évidemment sur notre site internet tous les liens pour retrouver ta sélection sur www.adltdc.fr. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Écoutez, je vous donne rendez-vous maintenant lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Et puis on va filer à l'entraînement. Il fait chaud, on va en profiter. C'est clair. En tenue adaptée. À bientôt. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr,